Commun. Dans la pensée européenne de la ville, la figure de la police grecque est sans doute une des manifestations les plus pures de ce que peut produire le commun en tant que processus historique instituant une autonomie politique et territoriale. Cette petite vidéo a pour objet de l'installer comme référence pour une approche systémique et critique d'un urbanisme des communs. Dans la pensée d'Aristote, la communauté humaine est une nécessité naturelle, et la cité, polis, en est la forme la plus aboutie. C'est elle qui permet le mieux de satisfaire les besoins des individus en termes de protection et de gestion des ressources, mais aussi d'épanouissement social et intellectuel. Familiales à l'origine, les communautés se regroupent naturellement en villages, qu'on appelle oikos. La cité naît d'un regroupement territorial des villages et d'un acte fondateur, qui est le synésisme ou communauté d'oikos. Le synésisme est un accord politique. C'est un accord libre et autonome sur un choix de vie commune qui associe la société qui se crée à un territoire. Cet acte de médiation politique s'inscrit dans un processus de médiation culturelle, la mythologie, qui vise la consolidation d'une image mentale de la communauté formant la cité et qui mobilise une série de savoir-faire et de langages pour l'inscrire dans un imaginaire, une cosmovision. Ce processus inscrit progressivement dans le paysage de la cité les références à un même passé mythique, à des héros communs, à des rites et à des lois intégrées et partagées par tous. Cette figure ne s'est pas mise en place en un tour de main. Un premier synésisme athénien génère d'ailleurs un régime territorial fondé sur l'aristocratie, très loin de l'idéal démocratique. À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, une révolte de citoyens porte au pouvoir Clisthène, qui conduit un deuxième synésisme, fondé lui sur l'égalité des territoires et sur l'égalité des citoyens devant la loi, ce qu'on appelle l'isonomia. C'est un système qui place le citoyen au centre de la vie politique, mais où le citoyen n'est rien sans la communauté. Clisthène instaure par exemple la coutume de donner un nom à chacun. Un nom personnel qui est un prénom, plus un patronyme qui est un nom de famille, et le nom du village. Les villages sont les briques de la construction clisténienne. Il faut dire qu'à cette époque, l'Attique, qui est la péninsule constituant le territoire de la police athénienne, était composée de quelques 150 oikos, ou villages. Ceux-ci étaient de trois types. Il y avait ceux de la ville dense, qu'on appelle astu, qui sont assimilables à des quartiers de ville, ceux de la côte, qu'on appelle paralia, et ceux de l'intérieur, mesogeia, qui sont assimilables à des villages agricoles. Le découpage territorial clisténien casse le système aristocratique dominé par 4 grandes familles ou tribus. Il recrée 10 grandes tribus, philae, de 30 à 50 villages, eux-mêmes regroupés en districts de 15 à 20 villages. L'originalité de ce système, c'est que chaque tribu est composée d'un district de l'Astu, un district de la côte et un district de l'intérieur. L'accord politique de base de la police lie donc de manière insécable la ville et le territoire qui lui est associé. Il n'y a pas de frontière ni de rupture entre la ville et la campagne. Les citoyens participent à l'Assemblée, qu'on appelle Ecclesia. Celle-ci choisit ses représentants et vote les lois. Chaque tribu élisait pour un an 50 représentants à la boulée, qui est le conseil exécutif de l'Ecclésia. La boulée décidait des ordres du jour, puis les lois étaient discutées et votées par l'Ecclésia à main levée. Les textes légaux étaient affichés en ville pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Il y avait un système de rotation de la présidence de l'Assemblée, le système des prytanies, qui portait au pouvoir chacune des 10 tribus pour 1/10 d'année. Et chaque jour, on tirait au sort parmi les membres de la tribu pour désigner le président des débats. Dans la figure de la cité grecque, la démocratie est un régime de la libre discussion organisée. C'est aussi un régime de la division permanente
du pouvoir contre lui-même. Il y a eu de nombreux débats entre les philosophes grecs sur les questions de taille critique de la cité et sur celle de la diversité de la composition démographique. Pour Aristote, la cité est une certaine multiplicité de citoyens. Elle fait partie des composés, comme tout autre tout est composé de parties multiples et diverses. En défendant l'idée que la cité est multiple et diverse, Aristote s'oppose à Platon, qui est lui partisan de l'unité et de l'identité. Dans la pratique, les citoyens sont aussi bien médecins qu'agriculteurs, mais les riches deviennent plus facilement influents et puissants. Pour compenser ces inégalités, Athènes met en place un certain nombre d'outils. Par exemple, elle compense les jours de travail chômés par les petits commerçants, les artisans et les agriculteurs lorsqu'ils se rendent à l'agora. C'est le système des mishtoi. La cité soumet aussi les riches à un impôt sur la fortune, qu'on appelle la liturgie, avec le revenu duquel elle arme des bateaux ou elle construit des temples. Mais tous les habitants de la cité ne sont pas citoyens. À l'époque de Périclès, l'Attique comptait environ 250 000 habitants et 40 000 personnes seulement étaient admis à l'Ecclésia. Cela représente 13%. Les femmes, les enfants, les métèques, qui sont des étrangers admis librement à travailler à Athènes, et puis les esclaves, disposaient tous d'un droit de résidence, mais ils étaient exclus du droit de citoyenneté. Se pose également la question de l'extension du système et du seuil au-delà duquel la cité, polis, devient une simple alliance politique, sunmakia. L'histoire de la Grèce antique montre comment des cités comme Athènes ou comme Sparte, une fois qu'elles se sont constituées en États souverains, sont devenues des métropoles via la colonisation et la création de cités-États sur d'autres territoires. La carte que vous voyez montre les territoires de ces deux métropoles au 5e siècle avant Jésus-Christ. En rouge, la Ligue du Péloponnèse autour de Sparte, et en vert, la Ligue de Délos, formée par les cités d'Europe et d'Asie mineure dominées par Athènes. L'ensemble de ces territoires, constituant le monde grec, est régi par une même culture de l'attachement au milieu. Les philosophes l'appelleront l'écoumène. L'expérience des cités grecques a connu un âge d'or de presque 100 ans. Mais en fait, il continue de nourrir des débats sur les possibilités et les limites du régime de démocratie et de l'autonomie territoriale. Je terminerai en pointant 5 repères utiles pour le débat sur la question des communs. Il y a d'abord la question de l'acte politique fondateur. Comment se définit le nous politique et territorial qui fonde la cité? Il y a ensuite la dimension territoriale de cet accord politique. Dans la cité grecque, il lie de manière insécable la ville et le territoire qui lui est associé. Il y a enfin la question de l'imaginaire, du bien vivre ensemble, qui est sous-jacent au projet de la cité. Une autre question est la question du nous. Est-il identitaire ou est-il multiple et divers? Et enfin se pose la question de la taille critique de la cité et des conditions et limites de son extension.